le sujet de cette table ronde, c'est donc la gouvernance de la mer. On l'a vu à travers nos échanges multiples et variés tout au long de ces 2 jours, avec, pour la Nouvelle-Calédonie, mais certainement aussi ailleurs, des zones de compétences, un empilement de responsabilités diverses et variées, pour nous, entre les provinces, les communes, je dirais le gouvernement, le Congrès, etc. Donc des choses un petit peu compliquées à percevoir. Il nous paraissait intéressant, notamment en tant qu'opérateur privé, qui avons des sujets à porter et à mettre sur le devant, comment trouver face à nous et avec nous une gouvernance de la mer qui soit suffisamment structurée pour pousser les projets et en aucun cas les ralentir, au contraire les accompagner. Et donc pour parler de ces sujets-là, donc je vais vous prendre dans l'ordre à ce moment-là, Alexandre donc, du cluster maritime français, qui aura l'occasion de s'exprimer sur la structuration de la gouvernance de la mer au niveau hexagonal et savoir comment tout ça a été mis en place. Christopher Gigès, donc membre du gouvernement en charge de l'économie maritime notamment, et qui va nous parler, avec qui on va pouvoir parler de la manière dont ça fonctionne en Nouvelle-Calédonie. Siti pour Mayotte, Siti Rati. Jean-Luc Vasselin qui va nous faire part de sa grande expérience à travers ses multiples postes à travers les océans et de son expérience et des modèles de gouvernance qu'il a pu rencontrer et comment tout ça a été organisé. Loïc qui nous parlera de la Réunion et Taïvini qui va nous parler donc de la Polynésie française avec sa casquette de ministre et qui va nous exposer également la manière dont les choses se passent. Voilà, je pense qu'en premier lieu, pour déterminer un petit peu la manière dont on pourrait aborder cette table ronde, laisser la parole à Christopher. Et si Christopher, tu veux bien nous dire en quelques mots comment, au niveau de la Nouvelle-Calédonie et entre les différentes institutions, tout ce qui touche au maritime est organisé pour l'instant, étant entendu que certaines annonces qui ont été faites, notamment hier, laissent présager d'une autre organisation. Merci Philippe. Bon, c'est un peu le bordel. Pour résumer un peu les compétences maritimes en Nouvelle-Calédonie pour être cru, on a la chance et la malchance en Nouvelle-Calédonie d'avoir beaucoup de gens qui s'occupent de beaucoup de choses, mais quand on s'occupe de beaucoup de choses et beaucoup de tout en même temps, parfois c'est pas forcément bien coordonné. Et donc on a voulu faire ces dernières années plusieurs choses. Déjà en 2019 de créer un secteur de l'économie de la mer qui était demandé par le cluster et donc qui a été créé au sein du gouvernement et dont j'assume la charge depuis 2019. On a créé, et ça a été dit dans une des présentations, un comité de pilotage qui regroupe l'État, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, la province sud et la mairie de Nouméa pour tout ce qui est pôle maritime. Mais tout ça, c'est pas encore suffisant. On a réussi à bien faire avancer les choses. On a développé des beaux projets. Ça a été mis en place notamment dans la question du pôle maritime. On a eu l'opération de Nimbo qui a été cofinancée avec l'État. Mais maintenant que cet écosystème, il est un peu mature, il a un peu évolué, il est essentiel, et c'est ce que j'ai pu annoncer lors du discours d'ouverture, qu'on mette en place un véritable schéma de la mer avec une vraie partie gouvernance, en point 1. Parce que si on met plein d'actions mais qu'on ne sait pas comment on les met en œuvre, ça servira pas à grand-chose et ce sera juste un outil de communication où je ferai une conférence de presse avant les élections et je crois que ce n'est pas le but. Donc cette partie gouvernance, ce qu'on souhaite mettre en place, et j'ai eu l'occasion de pouvoir échanger avec le président du gouvernement là-dessus et également les différents représentants des provinces, et je remercie Victor Tutugoro aussi qui était là ce matin au titre de la province Nord et la présidente de la province Sud, également un représentant du président de la province des îles, qu'on puisse mettre en place un comité stratégique de la mer avec, en associant bien entendu le secteur privé qui est très 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 actif en Nouvelle-Calédonie et qui n'a pas attendu les pouvoirs publics pour y aller, mais avec l'État, le gouvernement, les trois provinces, les associations de maires et les représentants coutumiers, plus un pôle privé qui permettra justement de chaque année à avoir la séquence où ce comité pourrait se réunir, mais de faire avancer les actions dans le secteur de la mer de manière efficace et efficiente quand il y a des chevauchements de compétences. Quand il y a des compétences qui sont bien établies et sur lesquelles on peut avancer, dans lesquelles la province, par exemple, a une politique, elle peut avancer plus vite que ce comité, mais quand les compétences sont croisées, c'est important qu'on puisse échanger et prendre des décisions. Voilà. Merci. On peut
illustrer ça, par exemple, sur un sujet qui nous a intéressé hier, qui était sur la formation maritime. Typiquement, ce genre de sujet-là, en Nouvelle-Calédonie, on va toucher X cabinets ministériels, appelons-les comme ça, avec des compétences croisées. Et la difficulté qui peut arriver à ce moment-là, c'est de mettre autour de la table, dans une même logique d'efficacité, l'ensemble des parties prenantes. En plus, en Nouvelle-Calédonie, on a un problème de compétences large entre les provinces, les communes, le gouvernement et l'État. Et en plus, on a un gouvernement qui est collégial. Donc un gouvernement où c'est pas forcément la même majorité comme en Polynésie, où c'est le même gouvernement, même si ça a l'air aussi compliqué. Mais on a un gouvernement collégial qui va des indépendantistes aux loyalistes, en passant un peu au milieu. Donc il faut mettre tout le monde d'accord déjà au sein du gouvernement. Et donc je pense que se voir tous autour d'une table, ça simplifie quand même beaucoup les choses. Et donc c'est ce qu'on mettra en place dans les prochaines semaines et mois. Je profite, on parlait de la Polynésie. Taïvini, de ton point de vue, la gouvernance de la mer en Polynésie, est-ce que c'est... On connaît l'importance, peut-être encore plus qu'ici, de ce que représente la mer et l'océan. L'organisation qui est en place pour aider à ce que ce secteur-là vraiment soit porteur et donc suivi et soutenu par la gouvernance, selon toi, comment ça fonctionne? Déjà, nous donner un petit peu les différentes strates et comment tu peux nous parler de son efficacité, de cette gouvernance? Alors, tout d'abord, en premier lieu, je voudrais remercier très sincèrement Christopher pour son invitation à participer aux Assises de la mer, ainsi que toi, Stéphane, pour l'organisation. Donc moi, ça fait depuis 5 mois que je suis ministre. Auparavant, j'étais enseignant-chercheur à l'université. Donc, dès mes premières semaines, en fait, j'ai pu rencontrer le cluster maritime de Polynésie française, voir à quel point c'était important, en fait, d'avoir ces connexions entre privés, institutions de recherche, services publics de l'État et du pays, sur des réflexions donc qui sont celles de développement maritime. En effet, la Polynésie française, avec 5 millions de kilomètres carrés, représente la plus grande ZEE. Je vois avec plaisir que, excuse-moi, je souris légèrement, mais Christopher, on a les mêmes problématiques de nos collectivités d'outre-mer. C'est vrai qu'on a la majorité au sein de l'Assemblée de la Polynésie française. On a eu quelques petits... envolés, je dirais, au niveau de nos débats, au niveau de l'Assemblée. En tout cas, moi, je prends cela comme une grande famille, où dans une grande famille, des fois, on a des petits heurts entre grands frères et grandes sœurs, ou petits frères et petits cousins, etc. Il n'en reste pas moins qu'on reste extrêmement soudés. Moi, en tant que chercheur, précédemment, on ne peut arriver que justement si on collabore avec autrui, avec d'autres personnes. Donc, c'est ce que j'apprécie au niveau de ce gouvernement qui a été constitué par le président Moïtai, c'est ce travail en interministérialité. Et également, on fait un gros effort d'information auprès des élus de la majorité pour justement qu'il y ait un consensus déjà préparé lorsqu'ensuite on arrive devant les médias. Maintenant, pour ce qui concerne le ministère dont j'ai la charge, au départ, il s'appelait le ministère du secteur primaire et de la recherche. J'ai demandé au président Moïtai de le renommer, parce que primaire, on me confondait des fois avec l'école primaire, même si le secteur primaire est très important et veut dire tout. C'est-à-dire c'est de là où on découle ensuite toutes les innovations, toute la richesse d'un pays. Donc, du coup, maintenant, le ministère dont j'ai la charge, c'est le ministère de l'Agriculture, des Ressources marines, en charge de l'alimentation et de la recherche. Et pour moi, un des objectifs prioritaires, c'est de sécuriser l'alimentation. Sécuriser l'alimentation parce que, comme ici, je pense, on est extrêmement dépendant en fait, de nos importations. Ce qui a conduit ensuite à des gros problèmes de santé, obésité, maladie, diabète, etc. Et donc, sécuriser l'alimentation pour avoir cette souveraineté du pays. Et bien entendu, ça passe par les ressources marines. Au niveau de la gestion des ressources marines, en fait, on s'appuie sur 3 grands principes de notre parti, qui sont le Fa'atura, le Fa'aura et le Fa'atupu. Fa'atura, c'est la loi. Se respecter et respecter autrui, respecter la loi, respecter la hiérarchie. Fa'aura, aura, c'est la vie. Donc former et soutenir, protéger notre environnement, former la jeunesse
soutenir nos anciens. Et Fatoupou, c'est bâtir, créer, innover. Donc on se retrouve véritablement dans ces thématiques qui sont développées ici par les clusters, avec la nécessité, comme je le disais, de ce travail en interministérialité, puisque tout ce qui concerne la gestion du port et des inscriptions des bateaux sont sous le domaine de compétence du ministre des Grands Travaux. Et il est également important d'avoir le ministère de l'Économie et des Finances qui travaille avec nous. Donc voilà, c'est cet objectif commun que nous avons. D'accord. Donc il n'y a plus de ministre de la mer en tant que tel en Polynésie? C'est vrai, c'est ministre des ressources marines. Des ressources marines, mais qui englobe donc la pêche hauturière, la pêche côtière, la pêche lagonaire et également la perliculture et l'aquaculture. Donc finalement, c'est un beau et vaste service et puis portefeuille dont j'ai la charge. Très clair, merci beaucoup. Siti, tu veux nous parler un petit peu de Mayotte et la manière dont les choses sont organisées? Bonjour à tous. Tout à l'heure, Monsieur le ministre disait que ce n'était pas clair. Chez nous, c'est assez clair. Il y a les services de l'État et les services du département, tout simplement. Mais c'est très compliqué de relier les deux. Donc, à Mayotte, nous sommes, juste pour ceux qui ne connaissent pas, donnez-moi 30 secondes pour présenter un peu mon département parce que je n'ai pas eu le temps depuis que je suis là. Nous sommes le 101e département de Mayotte. Donc, ça fait 10 ans aujourd'hui. On a fêté notre anniversaire. C'était en 2011, oui. 2011 qu'on est devenu département. Donc, on travaille comme tous les départements d'outre-mer. Donc, je vais laisser peut-être toute la partie ministère à Alex de présenter ça. Moi, je vais présenter qu'au niveau du territoire. Je vais vous présenter la partie au niveau du territoire. Donc, il y a l'État qui est représenté sur le territoire par le préfet et en ce qui concerne le maritime par la DMOCI, les services maritimes qui aujourd'hui on a la DALM. La DALM, je vais vous expliquer ça peut-être après. Après, il y a tout le côté qui concerne le développement du territoire qui est géré par le département région. Nous sommes un département région avec une assemblée unique, tout simplement. Donc, l'État gère au niveau du fonctionnement, l'État a toute la partie régalienne, tout simplement, et la partie répressive. Et tout le reste au département. Voilà, le reste reste au département. Donc, au niveau de l'État, elle est représentée par les établissements de l'État. Donc, on a le parc naturel marin. Donc, ça fait partie des premiers parcs qui ont été créés, je crois, hein, le parc naturel marin de Mayotte. Je crois qu'il fait de ces 10 ans-là aussi. On a la DEAL, donc la DEAL qui est devenue DALM, parce que les services, la DMOCI, les services qui gèrent tout ce qui est le maritime, on était liés jusqu'à l'année dernière avec la Réunion. Donc, aujourd'hui, on est un service en pleine compétence, donc la DALM qui gère, DALM, comment je vais dire ça, environnement, logement et le maritime qui est rentré dedans aussi. Donc aujourd'hui qui gère toutes les parties de l'État. En ce qui concerne le département qui a la gestion du plan, du schéma de développement économique, donc elle a la partie développement économique, mais aussi la partie de la préservation et la protection de la biodiversité. Donc nous avons un schéma directive pour le volet économique, qui est le CR2I, pareil que j'imagine que pour la Réunion, hein, le CR2I, c'est le schéma qui fait le développement économique. En ce qui concerne le maritime, il y a un an, en 2021, on a validé nos stratégies de développement économie bleue. Je crois que on est l'un des premiers territoires d'outre-mer à développer nos stratégies. Donc voilà, on a d'autres schémas pour le développement. En ce qui concerne les activités maritimes, on a un schéma pour l'aquaculture. Ça fait 2 ans là. On a un schéma pour la pêche aussi, pour le développement de la pêche. Tous ces schémas aujourd'hui, avec la stratégie qui est établie, on est en train de travailler avec le cluster qui est associé, parce que pour revenir un peu en arrière, le cluster est né de la stratégie économie bleue, tout simplement. Elle était déclinée comme élément opérationnel ou tout opérationnel du déploiement du schéma de l'économie bleue de notre territoire. Donc, ce que tu veux dire, c'est que le cluster maritime de Mayotte a été créé sur une volonté publique. Voilà, c'est une volonté du département, voilà, et de l'État.
on va dire. Donc, elle est vraiment identifiée aujourd'hui comme la structure qui doit fédérer toutes les activités maritimes. D'accord. Okay. Du secteur privé. Du secteur privé, voilà. Voilà. Merci, Siti. Loïc, des différences sur l'organisation, sur ce département région Réunion? Oui, alors moi je vais offenser personne. Je ne vais pas prendre le rôle de l'État et de l'action en mer. Surtout qu'il y a une belle présentation ce matin. Surtout que je suis à côté du directeur des affaires maritimes et surtout que je n'ai pas vocation à parler de cela. Mais j'avais préparé des fiches au cas où. Mais je te laisserai, Jean-Luc, le soin d'apporter tout cet éclairage. Par contre, ce que je peux dire, et je voulais profiter de la slide de la précédente, voilà, la précédente table ronde. Pourquoi c'est important ? Parce que je peux parler du cas de la région Réunion qui s'est investi beaucoup dans le développement économique des différentes filières. Il y avait une slide juste avant qui a montré qu'il y avait 6 axes prioritaires et dedans, si vous avez bien suivi, il y avait l'économie bleue comme axe prioritaire. Et dans ce schéma-là, ce qui est intéressant, c'est que la région Réunion se fait le support de développer différentes filières, donc a pris 4 axes prioritaires pour son développement. Donc l'infrastructure en fait partie, la recherche et l'innovation, la recherche et le développement, l'économie bleue et l'internationalisation. Et la formation et emploi et inclusion. Et du coup, est né de ce schéma régional de développement économique, d'internationalisation et d'innovation, une nouvelle feuille de route qu'on appelle aujourd'hui la nouvelle économie. Et la nouvelle économie, la région la porte avec la volonté de le faire en copartenariat avec les acteurs de l'État sur certains axes stratégiques ou avec des privés comme le cluster maritime de la Réunion. Donc nous sommes en phase finale pour signer des contrats de filière pour nous poursuivre sur la thématique qui est la maintenance, la réparation, la construction et la déconstruction navale à La Réunion. Un autre exemple sur les infrastructures, la région Réunion travaillera avec le Grand Port Maritime, avec la formation, l'emploi et l'inclusion, avec les services du ministère de l'Éducation. Voilà, donc aujourd'hui, elle a la volonté, son axe stratégique est déjà bien établi et elle a aussi les moyens parce qu'elle est en charge du FEAMPA au titre régional, donc le FEAMPA, le Fonds européen des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, et ça sur cette période de 2021 à 2027. Merci Loïc. On parle de l'État, donc je vous propose de passer le micro à notre directeur des affaires maritimes sur la casquette État, si tu veux bien. Et ce qui nous intéressait avec ta participation à cette table ronde, surtout Jean-Luc, c'était à travers des expériences vécues dans différents territoires, comment tu ressens une bonne gouvernance maritime qui fait émerger de l'activité, des projets, etc. Je préfère ta deuxième présentation que l'initiale, où Christopher a réagi comme moi. Si vous avez entendu, c'est parce que tu es vieux que tu as de l'expérience. Mais je t'en remercie. C'est pour ça que j'ai apprécié la nuance dans un deuxième temps. Donc, je ne vais pas me prononcer au titre de l'État, évidemment pas au titre du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, puisque Christopher est là et je ne me permettrai pas. Mais effectivement, sur la base de cette expérience qui commence à être un petit peu longue, et ce qu'on peut en retenir et ce que je peux vous faire partager par rapport à ça. Vous avez employé, depuis qu'on échange, quelques mots. Moi, j'ai tendance à appeler ça des mots magiques. Il y a des fois des mots à la mode. La difficulté, c'est de les lier pour les rendre applicables, en faire quelque chose, les matérialiser par des actions concrètes. On a parlé de formation, on a parlé d'économie bleue. Il y a 20 ans, l'économie bleue, ça n'existait pas. La formation, il y a 20 ans, on avait moins de problèmes de formation, etc., etc. Donc, toute la difficulté, c'est, pour simplifier à l'extrême, c'est pas de faire des schémas. On en a tous fait dans nos différents territoires, dans nos différentes fonctions. C'est de faire des choses qui sont applicables,
et dont on a les moyens de les rendre applicables. Et c'est toute la difficulté, et c'est le lien avec cet impératif d'une gouvernance qui doit être efficace et donc effective. Et pour cela, c'est un minimum de consensus, d'informations préalables, de discussions, d'échanges, pour arriver à partager cet ensemble de priorités qu'on aura préalablement définies. Et ce qu'a souligné, présenté, annoncé le président Mapou et repris Christopher à l'instant, on est sur ce cheminement-là de ce qui va être lancé en Nouvelle-Calédonie d'une façon un petit peu plus globale et transversale de ce qui a été fait maintenant. Comme disait Christopher, il y a plusieurs cabinets ministériels qui s'occupent de ça, les acteurs privés, et il faut effectivement trouver le moyen de parler, pas simplement de parler, d'agir d'une façon consensuelle et le plus unique possible. Alors les expériences, ça, il y a plusieurs formes. Alors, je vais commencer par l'Hexagone. Il y a des collectivités territoriales dans l'Hexagone, je pense l'Occitanie, ils ont fait un parlement de la mer. Donc c'était une initiative purement collectivité territoriale. C'était même avant la réforme, la diminution du nombre de régions sur la France hexagonale, donc qui essayait de regrouper toutes les branches socio-économiques du secteur maritime pour faire des propositions d'action avec les leviers de chacun, hein, des collectivités, notamment de la collectivité régionale et de l'État, pour trouver ce juste chemin qui pourrait rapprocher tout le monde sur des actions positives. Je ne permettrai pas de juger parce que j'ai quitté cette région il y a très longtemps sur les résultats concrets qui ont pu être constatés sur le Parlement de la mer. Alexandre a dû suivre ça. Moi, j'avoue que voilà, c'est pas que je me défile, c'est que je ne les connais pas. Postérieurement, il y a eu une autre démarche qui a été engagée. C'est ce qu'on a appelé les conseils maritimes de façade. Conseil maritime de façade, c'était une initiative État avec une coprésidence des préfets de région et des préfets maritimes, avec une association évidemment des collectivités territoriales, que ce soit les conseils départementaux ou évidemment les conseils régionaux, et qui regroupait jusqu'à 80 membres, voire plus sur les grandes régions, de toutes les strates socio-économiques et professionnelles du milieu maritime pour mettre en place, d'abord réfléchir, rédiger et après voir comment on pouvait appliquer des directives stratégiques de façade qui essayaient de prioriser, les actions les plus essentielles et les plus immédiates à mener sur la partie de la façade maritime concernée pour faire progresser dans les domaines relativement problématiques. Il y a des problèmes selon les régions de conchyliculture, de pêche. Récemment, il y a eu des problèmes de parcs éoliens, des enjeux d'implantation de parcs éoliens. Donc, ça a été une méthode. Cette méthode-là a été reprise d'une autre façon dans les départements d'outre-mer, dans le cadre des comités maritimes de bassin. Donc moi, c'est quelque chose que je connais bien, puisque j'en ai co-présidé un, c'était le comité maritime ultramarin du bassin Antilles, qui était un petit peu sur ce même modèle, mais encore plus large, puisqu'il concernait la Guadeloupe et la Martinique et les îles du Nord, et qui avait un petit peu le même objet, avec la sémantique qui avait un peu changé, sur l'intitulé de cette formation et sur l'intitulé du document qui avait à matérialiser et à finaliser. Et donc, même modèle, toutes les franges socio-économiques, professionnelles, pour essayer donc de prioriser les actions à mener sur la totalité de ces secteurs, puisqu'ils sont quand même multiples.
La nouveauté qu'il y a eu, enfin, ou la petite évolution qu'il y a eu sur les départements d'outre-mer avec ces comités maritimes, ultramarins, CUMUBA, comité maritime ultramarin de bassin, conseil. Voilà, je savais que j'étais mal parti. C'était une petite différence juridique, c'est-à-dire que pour toute évolution de la réglementation générale sur ces sujets techniques, l'État, les collectivités, devaient consulter préalablement cet organisme. Alors certes pas pour un avis conforme, parce que si on envisageait des consultations avec avis conforme, autant dire que c'était mort-né, quelles que soient les procédures d'évolution. Mais ça avait quand même le mérite, quand il y avait des sujets sensibles, socialement, techniquement, économiquement, de remettre tout le monde autour de la table, de reprendre la liste des enjeux qui avaient été des enjeux généraux qui avaient été mis sur le papier dans le cadre de ces documents, et de se poser la question, parce que c'est ça le cœur du problème, de l'adéquation de ces évolutions, souvent de chacun des cabinets ministériels, des collectivités régionales, départementales, locales, avec la réalité de ce qu'on avait dit d'une façon collective quelques mois ou quelques années auparavant. Donc c'est quelque chose d'assez récent. Le document d'orientation pour les Antilles, par exemple, a été validé en décembre 2021, définitivement validé en juin 2022. Donc il y a eu déjà quelques consultations. Là encore, j'ai quitté, donc je ne me permettrai pas de juger comme ça à distance l'efficacité de la chose. Ce que ça doit nous enseigner, c'est qu'effectivement, comme disait Christopher, plus on se parle, plus on échange, mieux ça sera. Il y a un vieux concept qu'on appelle, qu'avec Étienne on a bien connu, c'est la politique maritime intégrée. C'est un concept européen, voire même qui vient pour partie des Nations Unies. C'est essayer de programmer, d'envisager d'une façon globale tous les enjeux au cas particulier du secteur maritime. On voit bien que ces dernières années, l'évolution a été extrêmement sensible. Il n'y a qu'à voir l'ordre du jour de nos assises de ces 2 derniers jours, qui n'auraient pas été exactement les mêmes il y a par exemple 5 ans. C'est évident. Donc à partir de là, le sujet, c'est évidemment de trouver la structure, le moyen d'échanger, mais de faire des schémas, oui, mais de se poser de la question, est-ce qu'on sera capable de les appliquer et comment? Merci Jean-Luc. Juste avant Alexandre, s'il me le permet, mais ouais, je voulais rajouter ça justement. Plus on se voit, plus on échange, plus on décide aussi. C'est-à-dire que, on a une capacité à se réunir souvent, à faire durer des choses, à se faire des groupes de travail et à créer des sous-commissions ensuite pour dire qu'on étudie encore la chose. Mais il y a un moment, c'est bien de décider, c'est bien d'avancer. C'est pour ça que le but d'un schéma, c'est de poser les priorisations aussi qu'on souhaite mettre en place et ensuite se mettre les moyens pour y arriver. Moi, je considère que dès lors qu'on a décidé des ambitions politiques sur de développer l'économie maritime, de développer le maritime, les textes réglementaires doivent suivre. C'est-à-dire que j'ai cette fâcheuse habitude, peut-être qu'on me le reproche, mais je considère que les textes, dans la limite de la sûreté, de la légalité et autre chose, mais que les textes doivent être mis en place pour suivre une politique et une ambition, et de manière simple, parce qu'on a une capacité à créer des normes exceptionnelles. Enfin, on en crée, on n'en supprime jamais. Ça, par contre, ça, on arrive à empiler un certain nombre de choses. Mais là, on doit être, si on veut développer le maritime en Nouvelle-Calédonie, on doit prioriser parce qu'on ne peut pas tout faire en Nouvelle-Calédonie. On peut être bon dans un certain nombre de domaines. Mayotte peut être bon dans d'autres, la Réunion également, la Polynésie dans d'autres. Le but n'est pas d'aller concurrencer parce que quelqu'un fait mieux que nous, on peut faire bien sur un secteur, mais dès lors qu'on a décidé,
on doit avancer, on doit avoir une réglementation, une simplification qui nous permettent d'avancer là-dessus. C'est ce qu'on a fait sur le pôle maritime, où on a été extrêmement vite sur un certain nombre de choses, et la direction des affaires maritimes a été particulièrement aidante sur le sujet. Mais je crois que ce principe de décision et d'application est extrêmement important. Moi, je remercie tous les personnes, en premier lieu le ministre Taïvini qui est avec nous aujourd'hui, parce que la gouvernance de la mer, elle n'est pas que en Nouvelle-Calédonie, et c'est le but aussi de ces assises. On a des chevauchements, on a des particularités, on a des partenariats, et le fait d'avoir cette feuille de route également outre-mer, et c'est ce que je disais dans mon introduction la dernière fois, et c'est un loyaliste qui vous dit ça, mais il ne faut pas tout attendre de l'État tout le temps. Il faut qu'on pose aussi nos stratégies à la fois dans les différents outre-mer, et c'est ce qui était dit tout à l'heure avec le président de la French Tech Réunion, plus on est ensemble, plus on est fort pour aller discuter des choses. Donc si on arrive à avoir une vraie stratégie outre-mer, ou une stratégie au moins Indo-Pacifique outre-mer sur le maritime, on sera beaucoup plus fort pour aller discuter des choses avec l'État par la suite. Voilà. On va céder la parole à Alexandre, et il y avait un sujet qui nous intéressait particulièrement en tant qu'acteur privé, avec chargé d'initiative. On veut que les choses évoluent, on veut être porté, on veut être entendu, on veut que nos projets trouvent de l'écho dans les décisions institutionnelles. On veut être pris en compte en tant que créateur de richesse qu'est le secteur privé. Est-ce que l'Hexagone, comme on dit maintenant, a trouvé un modèle qui, selon toi, semble pouvoir faire le lien justement entre le privé et le public? Oui, merci Philippe. Et puis, monsieur le ministre, cher Christopher, tu m'as ouvert un boulevard avec cette question de gouvernance et de fonctionner en mode agile, si on reste dans la thématique de l'innovation et des startups. J'aimerais même dire qu'on peut reposer ça sur deux piliers, agilité et arbitrage. Fonctionner rapidement, de manière collégiale, et savoir prendre des décisions. Agilité, arbitrage. Alors Jean-Luc aurait pu vous parler également de la stratégie nationale de la mer et des littoraux. Il aurait pu également vous parler du Conseil national maritime et littoral. Et il y a un certain nombre de comités qui existent, un nombre de stratégies qui sont posées. Et pour autant, si on veut fonctionner en mode agile et prendre un arbitrage, tu as employé le mot tout à l'heure, donc je vais le reprendre, en centrale, c'est un peu moins le bordel. Si on reprend le monde maritime dans sa globalité au niveau étatique, je vais certainement pas parler à la place de l'État, il y a des ministères, et donc chacun des ministères, on a une petite touche d'eau salée. Alors on a un secrétaire d'État chargé de la mer, Hervé Berville, placé auprès de la Première ministre, qui a pour compétence la pêche, l'aquaculture, la formation maritime, et en co-tutelle le transport, les ports, l'énergie, etc. etc. Donc on a un secrétaire d'État chargé de la mer, mais on a également un ministre des Transports, on a une ministre de la Recherche, on a un ministre de l'Éducation, on a une ministre de la Transition énergétique, on a un ministre de la Transition écologique, on a un ministre de la Santé, un ministre de la Culture. Parce qu'en fait, même dans le ministère de la Culture, il y a du maritime. Il y a la direction de la recherche sous-marine et subaquatique. Et on y arrive, tu t'en doutes bien. Il y a le ministère de l'économie et des finances, etc., etc. Donc en fait, dans chacun des ministères, on a de l'eau salée. Et pour que tous ces ministres puissent se parler, puissent prendre des décisions et puissent avoir des arbitrages, il y a une réunion annuelle qui s'appelle le Conseil interministériel de la mer. Et ce Conseil interministériel de la mer, il se réunit pour prendre des arbitrages. Et pour arriver à ces arbitrages, et pour que les différents ministères travaillent entre eux, on a la chance d'avoir en France un service de la Première ministre qui s'appelle le Secrétariat général de la mer. Le Secrétariat général de la mer, il est dirigé par un haut fonctionnaire qui dirige 3 pôles, le pôle économie, le pôle environnement et le pôle régalien, avec différentes sous-parties dans ces 3 pôles. Et le secrétaire général de la mer, c'est le fonctionnaire qui, en interministériel et en interservice, va travailler sur les questions maritimes, en particulier. Donc on a une personne
avec une équipe qui fonctionne en mode agile et qui va proposer des arbitrages. Ce n'est pas son rôle de prendre des arbitrages, c'est son rôle de donner des arbitrages. Mais il le fait pour l'interministériel, pour le gouvernement et pour les services de l'État. C'est pour ça que, côté acteur privé, le cluster maritime français fait la promotion des activités maritimes du secteur privé. Nous avons souhaité construire une instance publique-privée qui s'appelle le Comité France Maritime. Le Comité France Maritime, il a été demandé à l'occasion des assises de l'économie de la mer qui se tiennent chaque année dans l'Hexagone. À l'époque, le président de mémoire, c'était François Hollande. Et publiquement, il lui a été demandé durant ces assises de bien vouloir mettre en place ce Comité France Maritime, qui n'a été opérationnel qu'1 an après. Et ce Comité France Maritime, il est co-présidé pour le secteur public par le secrétaire général de la mer, par le secteur privé par le président du cluster maritime français, et il rassemble trois groupes. Le premier groupe, ce sont les services de l'État, en interministériel. Deuxième groupe, les collectivités, donc les régions maritimes et littorales. Tu as parlé des parlements de la mer. Donc là, c'est le Hauts-de-France, c'est la Normandie, c'est la Bretagne, c'est les Pays de la Loire, la région Nouvelle-Aquitaine, c'est l'Occitanie et la région Sud. Même si je pense que la Corse ne va pas tarder à rejoindre le lot. Donc on a deuxième collège, si on peut parler de collège ou de groupe, on a les régions, et puis troisième collège, on a les fédérations professionnelles, c'est-à-dire le secteur privé. Donc on a la Fédération des armateurs de France, on a la Fédération des ports de plaisance, la Fédération des industries nautiques, le Comité national des pêches, le Syndicat des énergies renouvelables, etc., le Groupement des industries de la construction navale, et on pourrait les décliner sur chacun des secteurs qui sont rassemblés au sein du cluster maritime français. Donc on a un organe qui rassemble les services de l'État, les régions et le secteur privé, co-présidé par les services de l'État, le secrétaire général de la mer, le président du cluster maritime français. Et ce Comité France Maritime fonctionne en mode agile et il propose des arbitrages. C'est-à-dire qu'il se réunit sur des groupes de travail thématiques et il a vocation à faire 2 choses. Lever les verrous technologiques, les verrous administratifs, essayer de faire débloquer les choses et faire avancer les choses dans une enceinte où les gens se parlent de manière régulière. Et deuxièmement, produire des mesures de politique publique qui seront arbitrées ensuite à l'occasion du Conseil interministériel de la mer. Donc on produit de manière agile des mesures dans une enceinte de concertation et de dialogue, et ensuite l'arbitrage est pris à un niveau gouvernemental. Le deuxième objet du Comité France Maritime, c'est qu'une fois que ces mesures de politique publique elles sont arbitrées, il faut pouvoir s'assurer de leur mise en œuvre, d'une part, et d'autre part, une fois qu'elles sont mises en œuvre, de pouvoir les évaluer. Évaluer la pertinence de ces politiques publiques et l'impact que ça peut avoir sur les différents secteurs qui sont représentés et qui sont intéressés par ces mesures de politique publique. Donc, en résumé, c'est un organe qui fonctionne depuis 2017, qui se réunit très régulièrement, qui travaille de manière concertée, publique, privée, avec les régions, et qui permet de produire des mesures qui sont ensuite évaluées et qui sont ensuite de mettre en œuvre, s'assurer de la mise en œuvre de ces mesures et ensuite de les évaluer. Et ce Comité France Maritime, lorsqu'il a été créé, vous vous doutez bien, avec mon tropisme outre-mer, j'ai bataillé pour qu'on ait un volet outre-mer de ce Comité France Maritime. Et donc ce Comité France Maritime comporte un volet outre-mer qui se traduit par 2 choses très concrètes. Une réunion annuelle, c'est pas assez à mon goût, mais c'est pas à moi de décider, qui réunit les clusters maritimes d'outre-mer, les fédérations professionnelles, les services de l'État et les collectivités. Donc, le Comité France Maritime se tient 1 fois par an et permet encore une fois d'avoir ce dialogue collégial et d'autre part des déplacements de terrain. Donc nous nous rendons avec les équipes du SGMR et du cluster maritime à la rencontre de territoires. On l'a fait en Nouvelle-Calédonie en 2019. C'est pas facile pour moi de dire ça.
surtout que j'imagine qu'il y a une captation image, mais j'assume. Nous devons nous rendre en Polynésie française depuis 4 ans. Je ne m'engage pas sur la date. Et l'objectif, c'est qu'il y ait une visite de terrain des représentants du comité France Maritime qui va se rendre compte de la réalité des choses, qui joue le rôle de courroie de transmission parce qu'il va passer du temps avec les institutionnels, mais il va également passer du temps avec le secteur privé. Il va repartir dans sa valise avec non pas des magnifiques colliers de coquillages, mais des commandes, des sujets qu'on va pouvoir traiter au sein de ce comité France Maritime. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir un secrétaire général de la mer, on a la chance d'avoir une interministérialité, et on a la chance d'avoir ce comité France Maritime qui permet vraiment de travailler sur la gouvernance. Donc je formule le souhait, je ne souhaite pas trop m'avancer, mais je me permets de mettre un pavé dans la mare. Il serait souhaitable que ce modèle puisse être reproduit dans les échelles locales, de dialogue, une instance de dialogue avec les services de l'État, avec les gouvernements, avec le secteur privé. Et je dois mentionner également que le comité France Maritime a un jumeau qui s'appelle le comité France Océan, qui fonctionne à peu près sur le même modèle et qui parle d'ailleurs, qui dialogue avec le comité France Maritime, qui rassemble les services de l'État et les organes de recherche et également les associations environnementales. Donc on a ces deux pendants aujourd'hui qui fonctionnent pour des questions de gouvernance. Et je dois dire qu'on est plutôt satisfait du résultat. Les Assises de la mer à Nantes se tiennent donc fin novembre. Et juste avant ces Assises de la mer, ou juste après ces Assises de la mer, nous devrions avoir un conseil interministériel de la mer. Merci. C'est bon, ça marche. Merci pour ces explications claires sur le mode et l'organisation hexagonale, mais qui nous touche directement en tant qu'Outre-mer, pour avoir participé à plusieurs reprises au comité France Maritime Outre-mer et de voir les sujets, comment on pouvait porter des sujets, et ensuite comment ces sujets, une fois qu'ils étaient passés en CIMER, étaient déclinés dans les Outre-mer pour en connaître l'efficacité. Après, chacun et chaque territoire a son mode d'organisation et a aussi, je dirais, son autonomie propre dans ses organes de décision. Et je crois que la Calédonie, comme la Polynésie particulièrement, sont deux territoires qui sont très libres et très autonomes en matière de décision et donc voir si ce schéma-là pourrait être applicable ou pas. Christopher, je te vois prendre le micro, ça veut dire que tu veux... Très bien, voilà. On arrive un peu au terme de cette table ronde, ça fait une petite heure qu'on discute. Est-ce qu'il y a un petit mot de fin là-dessus? Ouais, juste peut-être sur le dernier point, sur le fait que les Outre-mer ont un rôle majeur à jouer dans la stratégie maritime de la France. C'est ce qui a été dit même par le haut-commissaire lors de l'introduction. Demain, il y aura un accord cadre un peu des clusters qui devrait être signé. Je pense que cette partie... gouvernance outre-mer ou poids outre-mer et de dire qu'on est là et qu'on doit peser sur la stratégie maritime nationale doit figurer dans cet accord. Donc je l'ai dit, je signerai quelque chose qui va dans ce sens sans problème, mais je pense que les Outre-mer ont vraiment à prendre leur place dans la question de la stratégie maritime nationale. Le président de la République l'a dit en Calédonie, il a dit de prendre nos responsabilités, donc on compte bien prendre nos responsabilités sur le sujet également. J'en profite encore une fois pour remercier tout le monde pour votre participation. Je crois que c'était une première. Je le redirai ce soir pour le mot de clôture au cocktail où vous êtes bien sûr tous invités à manger les excellents produits de la mer cette fois-ci. Mais c'est une première qui ne doit pas être une dernière. Et donc j'espère que nos collègues de l'Outre-mer se saisiront pour l'année prochaine de la deuxième édition des Assises de l'économie de la mer Indo-Pacifique. Donc, et j'espère qu'on pourra se déplacer l'année prochaine dans un de vos territoires. Voilà. Merci à tous. Et on se retrouve donc à 18h30 pour un moment privilégié qui va se passer juste derrière cet écran. Merci pour votre présence et votre participation à toutes ces sessions de la journée.